Aujourd'hui, on va continuer le cours des langages assembleurs et on va, Inch'Allah, on va voir le contrôle de flux de programme. Donc, avant de commencer, comme d'habitude, je veux faire un petit rappel de ce qu'on a vu la dernière fois. Un petit rappel sous forme d'un exemple. Donc, on va faire un exemple d'un programme en assembleur concernant la somme et le produit de deux entiers. Donc, voilà le code. On commence par include R232.c. Ça veut dire à Mazen d'utiliser la bibliothèque R232. Puis, nous avons déclaré deux variables A et B dans la section point data, point d'interrogation. Donc, A et B de type dword avec 4 octets, 32 bits. Ce sont deux variables non initialisées. Puis, dans point data, nous avons utilisé trois variables, trois messages M1, M2, M3 pour entrer un entier et pour afficher la somme et le produit. Alors, dans la partie point code, pour notre code, nous devons d'abord afficher le message M1. Ça veut dire entrer un entier. Donc, on va afficher entrer un entier. Call string pour afficher le message entrer un entier. Call readInt, il attend que je saisis un entier au clavier et il stocke cet entier dans le registre EAX. Supposons par exemple que j'ai saisi 4. Donc 4 maintenant, il est stocké dans EAX. EAX, c'est un registre qui est dans le microprocesseur. A et B sont deux variables dans la mémoire. Donc j'ai fait move à EAX, ça veut dire je mets la valeur de EAX dans A. Donc A maintenant contient 4. EAX contient 4 et je mets le contenu de EAX dans A. Donc A contient aussi 4. Je fais un autre call string. Call string, il affiche ce qui existe dans EDX. Ce qui existe dans EDX, c'est M1. Donc il affiche aussi entrer un entier. Et call readInt, il attend que je saisis un autre entier. J'ai saisi par exemple 6. Donc 6 est maintenant stocké dans EAX. Et j'ai fait move EAX dans B. Donc j'ai mis la valeur de EAX dans B. Donc B contient 6. Maintenant, les deux variables A et B, la première variable contient le premier entier et la deuxième variable contient le deuxième entier. Après, j'ai fait la somme ADD, EAX-A. Qu'est-ce qu'il fait ADD? Il fait la somme de EAX plus A et il stocke tout le monde dans EAX. EAX, il contient le deuxième élément, A contient le premier élément, donc il va faire la somme et il stocke tout le monde dans EAX. Donc EAX devient 10. 6 plus 4, c'est 10. Donc EAX contient 10. A reste 4 et B reste 6. Après, j'affiche le message M2, ça veut dire la somme A, et j'ai fait call writeInt. Call writeInt, qu'est-ce qu'il fait? Il affiche ce qui existe dans EAX. Ce qui existe dans EAX, on a dit, c'est la somme, c'est 10. Donc, il affiche la somme A, et ici, il affiche 10. Un retour à la ligne, et après, je mets la valeur A, la valeur de la variable A dans EAX. Donc, je mets le 4 qui est dans A, dans EAX. Donc, EAX contient maintenant 4. Et j'ai fait mul B. La multiplication de B, qu'est-ce que ça veut dire? Mul B, ça veut dire que je multiplie EAX par B et je stocke le résultat dans EAX. Donc, mul B, je fais la multiplication de EAX avec B, ça veut dire 4 fois 6, c'est 24. Et le résultat est stocké dans EAX. Donc, je dois afficher EAX. Donc, j'ai affiché le message M3, le produit et avec call writeInt, j'affiche ce qui existe dans EAX, ça veut dire 24. Voilà, j'affiche la somme et le produit en même temps. Nous voulons dans ce chapitre faire les sauts conditionnels et inconditionnels. Donc nous avons besoin d'un rappel sur les registres EFLAX. Voilà, nous avons vu pour le microprocesseur 80x86 qu'il existe 16 registres. Il y a les registres généraux tels que EAX, EBX, ECX, etc. Il y a le registre segment tel que CS, DS, etc. On a vu ça dans la première partie concernant l'architecture des ordinateurs. Le pointeur d'instruction qui contient l'adresse de la prochaine instruction. Et on a un autre registre, c'est le registre d'état.
c'est le registre flags. Ce registre qui contient ce qu'on appelle les drapeaux. Donc, il existe plusieurs drapeaux. Les plus utilisés, on peut trouver par exemple CF, carré flag, c'est l'indicateur de retenue. S'il y a une retenue après la dernière opération, s'il y a une retenue, alors CF égale à 1. S'il n'y a pas de retenue, CF égale à 0. Il y a OF, l'overflow flag, c'est l'indicateur de débordement. Il intervient s'il y a un débordement. Par exemple, lorsque j'ai fait la somme de deux entiers, par exemple positifs, et il donne un résultat négatif, on a un débordement. Donc on dépasse la capacité de codage. Dans ce cas, l'indicateur OF est positionné à 1. Sinon, il se positionne à 0. Il y a l'indicateur SF, le signe, il est égal à 1, c'est le signe est négatif, 0, c'est les positifs. Le signe est le bit de poids fort. ZF, 0 flag, c'est l'indicateur de 0. Lorsque je fais la dernière opération, si le résultat est nul, alors ZF égale à 1, sinon égal à 0. On va voir quelques exemples pour bien comprendre ces indicateurs, surtout CF, OF, SF et ZF. Alors, par exemple, je veux faire la somme de 0, 1, 1, 0 plus 0, 1, 0, 1, c'est 4 bits. Donc, je fais la somme sur 4 bits. Donc, voilà 0, 1, 1, 0 plus 0, 1, 0, 1. Donc, 0 plus 1, c'est 1. 1 plus 0, c'est 1. 1 plus 1, c'est 0. Il reste 1. 1 plus 0, c'est 1. Donc, voilà le résultat. Pour les nombres signés. Donc, ça, c'est un nombre positif, parce que le bit de poids fort est 0. Ça, c'est un nombre positif, parce qu'il y a 0. Mais le résultat, c'est un nombre négatif. Donc, ici, il y a un débordement, et par suite, OF égale à 1. Pour ZF, je vais voir est-ce que le résultat est égal à 0. Le résultat n'est pas égal à 0, donc ZF égale à 0. SF, c'est le signe du résultat, c'est 1. Donc c'est moins. Donc SF égale à 1. CF, est-ce qu'il y a une retenue? Il n'y a pas de retenue ici, donc CF égale à 0. Un deuxième exemple, j'ai fait move AL plus 127. AL, c'est un registre de 8 bits d'un octet. Et je veux ajouter un 1. ADD, AL, 1. Je veux ajouter 1 à 127. 127, c'est 0. 1, 1, 1, 1, c'est 8 bits. Et j'ajoute 1. 1, c'est 0, 0, 0, 1. Donc, lorsque j'ai fait la somme, 1 plus 1, c'est 0. Et il reste 1. 1 plus 1, c'est 0. Et ainsi de suite, jusqu'à la fin, 1 plus 0, c'est 1. Donc, voilà le résultat. J'ai fait un call d'imprex pour afficher les indicateurs et les registres. Alors, comme résultat, je commence par CF. Est-ce qu'il y a une retenue? Il n'y a pas de retenue. À la fin, j'ai fait 1 plus 0, c'est 1, sans retenue. Donc, CF égale à 0. SF, le signe, voilà, c'est 1. Donc, c'est moins. Donc, SF égale à 1. ZF, le résultat n'est pas un 0. Donc, ZF égale à 0. OF, un overflow, égale à 1 parce que deux nombres positifs donnent la somme donne un nombre négatif, donc il y a un débordement. Pour EAX, le registre EAX, puisque je travaille avec AL, ça veut dire un octet, ça c'est la notation hexadécimale. Donc pour un octet, voilà, chaque chiffre hexadécimal est codé sur 4 bits. Donc ça, sur 4 et ça sur 4, donc ça c'est 8 bits. Donc c'est ça AL. AL c'est 80. Si je vois le résultat, c'est 4 0 donne 0 et 1 0 0 donne 8. Donc c'est 80. Voilà le 80 de AL. Un autre exemple, maintenant je travaille sur 16 bits, 2 octets, et j'ai dans AX F, 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 4F en hexadécimal, je veux incrémenter AX. Alors voilà F, 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 plus 0, 0, 0, 1. F plus 1 c'est 0, il reste 1. F plus 1 c'est 0, il reste 1. F plus 1 c'est 0, il reste 1. Et F plus 1 c'est 0, il reste 1. Donc il y a une retenue. Alors je vais voir le résultat. Je commence par SF, le signe positif, donc 0. ZF, le résultat égal à 0, donc c'est 1.
OF, l'overflow, il n'y a pas d'overflow parce qu'il n'y a pas il n'y a pas de débordement, on ne dépasse pas la capacité de codage des entiers. Il reste CF, la retenue. Il y a une retenue. Donc il faut que CF égale à 1. Mais pourquoi on a trouvé CF égale à 0? Donc il y a une remarque très importante, c'est que l'incrémentation modifie les mêmes indicateurs que ADD, sauf le CF. Donc si j'écris ici, au lieu de incrémenter AX, j'écris ADD AX1, il va donner CF égale à 1. Parce qu'il y a une retenue. Mais puisque j'ai fait incrémenter AX, l'incrémentation n'influence pas, ne modifie pas le CF. Donc CF égale à 0. Pour le registre EAX, AX c'est un registre sur 16 bits, sur 2 octets. Voilà donc les 4 chiffres. 000, c'est 000. Alors on passe maintenant à notre objectif concernant les sauts conditionnels et les sauts inconditionnels. Et nous commençons par les sauts inconditionnels. L'instruction de base qui transfère le contrôle à un autre point du programme est jump. Jump, ça veut dire sauter. Donc jump, G-M-P. La syntaxe est comme suit. G-M-P, jump, label. Un label. Donc jump vers un label. Sauter vers ce label-là. Voilà un exemple. J'ai mis 5 dans AX, j'ai mis 2 dans BX et j'ai fait jump calc. Jump calc, ça veut dire sauter, faire un saut vers calc, vers le label calc. Il faut que le label calc existe. Voilà le label calc. Donc voilà l'instruction numéro 3, jump calc, et je fais un saut vers calc. Donc ça c'est l'instruction 4. Dans calc, il y a ADD, AX, BX, et il y a jump back. Donc je vais faire un autre saut vers back. Donc il faut que le label back existe. Voilà le label back avec 2 points. Le label back, il y a jump stop. Donc je dois faire un saut vers stop. Voilà, vers un stop. Et je sors. Donc vous voyez, pour jump, elle fait un saut vers le label qui existe après jump, sans qu'il existe une condition, sans condition. Donc un saut inconditionnel. Jump calc, donc je dois sauter vers calc. Jump back, je dois faire un saut vers back. Et ainsi de suite. Donc ça c'est pour les sauts inconditionnels. Ce qui est très important, ce sont les sauts conditionnels. Et si les instructions permettent d'effectuer un saut suivant une condition, si la condition est vérifiée, le processeur saute à l'instruction demandée. Sinon, le processeur ignore cette instruction et passe automatiquement à l'instruction après. Donc c'est très important. Si la condition est réalisée, alors je passe à l'instruction demandée. Sinon, j'exécute l'instruction qui vient juste après. Voilà quelques instructions de base pour le saut conditionnel, les GE, GLE, GG, etc. Vous voyez toutes ces instructions commencent par un G, ça veut dire jump. Jump, il y a E. Jump est égal. Faire un saut, c'est égal. Faire un saut, s'il n'y a pas d'égalité, c'est non égal. Not equal. GG, jump, if greater, c'est supérieur. C'est supérieur ou égal. If above, c'est supérieur pour les nombres non signés. Supérieur ou égal. Jump if lower, c'est inférieur. Inférieur ou égal. Et ainsi de suite. Les plus utilisés sont GE, soit c'est égal, donc jump if equal. Soit c'est supérieur, soit c'est supérieur ou égal, soit c'est non égal, etc. Donc voilà les instructions de base. On va faire des exemples pour bien comprendre ça, pour bien comprendre comment utiliser ces instructions de base. Donc je commence par un G, ça veut dire jump, et la condition. Est-ce qu'il y a égalité? Est-ce qu'il y a non égalité? Est-ce qu'il est supérieur, inférieur, et ainsi de suite. Mais pour utiliser le saut conditionnel, j'ai besoin de comparaisons.
Donc je dois utiliser l'instruction compare, CMP, compare. La syntaxe de compare est comme suit. Compare deux opérandes, comme ça. Donc je dois comparer deux opérandes. L'instruction compare a comme objectif de comparer deux registres E ou emplacement de mémoire. Le résultat de la comparaison est indiqué par les indicateurs, par les flags qu'on a vus. Dans ZF, s'il y a égalité, donc ZF égale à 1, CF et ainsi de suite. Compare affecte juste le drapeau et ne garde pas le résultat. Alors on va faire quelques exemples. Voilà le premier exemple de saut conditionnel. Dans point data, j'ai déclaré deux messages, M1 pour non et M2 pour oui. Dans ce code, qu'est-ce que je fais? Je veux comparer les deux registres AL et BL. AL contient 25 et BL contient 10. Je veux comparer les deux registres. Si sont égaux, si les deux valeurs des deux registres sont égaux, elle va afficher oui. Si non, elle va afficher non. Donc j'ai mis 25 dans AL et 10 dans BL et je dois faire une comparaison. Donc compare AL, BL. Je vais comparer AL et BL. GE, ça veut dire s'il y a égalité. Sauter, s'il y a égalité. Sauter vers quel label? Vers le label égalité. Donc il faut que le label égalité existe. Voilà, il y a un label égalité qui existe. Égalité avec 2 points. Donc s'il y a égalité, passer vers égalité, qu'est-ce qu'il fait? Mettre le message M2 dans EDX, ça veut dire le message M2 c'est oui. Donc mettre oui dans EDX et affiche le message, donc affiche oui. Donc s'il y a égalité, afficher oui et sortir. Sinon, qu'est-ce qu'on a dit? Sinon, on passe à l'instruction qui vient juste après. Sinon, je suis là. Donc sinon, je mets le message M1 dans EDX, ça veut dire je mets le message non dans EDX et je l'affiche. Donc j'affiche non. J'affiche non. Et c'est obligatoire d'utiliser un jump inconditionnel, jump stop. Jump stop pour aller vers stop et sortir. Donc afficher non et sortir. Si j'oublie de mettre jump stop, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre le message M1, ça veut dire non, dans EDX, il affiche non, et après, il met le M2 dans EDX, il affiche oui, donc il affiche non oui. Donc il faut mettre un jump stop pour aller vers stop. Alors si on veut faire l'exécution de ce programme, puisque dans AL il y a 25 et dans BL il y a 10, compare AL, BL, GE, non, c'est pas GE, donc je passe ici, je mets M1, ça veut dire non, j'affiche non, et je fais un jump vers stop, donc je sors, non et je sors. Un autre exemple, soit le code en langage C suivant, if AX égale à 3, BX égale à 5. Else, BX égale DX. Donc c'est un code en C très simple. C'est la condition AX égale 3, donc BX égale 5, c'est non, BX égale DX. Le code équivalent en ensembleur est comme suit. Compare AX 3, bien sûr que AX contient une valeur. Donc compare AX avec 3, ça veut dire comparer AX avec 3. Donc compare AX avec 3. GNE. S'il n'y a pas d'égalité. S'il n'y a pas d'égalité, je suis là. S'il n'y a pas d'égalité, je suis là. Alors, s'il n'y a pas d'égalité, passez à LZ. S'il n'y a pas d'égalité, passez à LZ. Oui, LZ, voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Move BX, DX. Ça veut dire BX égale DX. C'est très bien. Sinon, s'il y a égalité, je passe ici. S'il y a égalité, BX égale 5. Donc, s'il y a égalité, je passe directement ici. Je mets 5 dans BX. Et je fais un jump vers end if pour ne pas mettre DX dans BX. Donc ça, c'est très, très important. On termine par un exercice d'évaluation. Calculer le maximum de 2 entiers entrés par l'utilisateur. Donc on veut calculer le maximum, on a 2 entiers entrés par l'utilisateur et je veux calculer le maximum. Donc ici, il faut utiliser les sauts conditionnels.
Donc voilà, include rv32.sc, c'est pour utiliser la bibliothèque rv32. Point data, point d'interrogation pour utiliser la variable non initialisée. Donc ici, j'ai besoin de deux variables non initialisées. Bien sûr, j'ai dit que je peux utiliser seulement les registres. Et ça, c'est une solution meilleure que d'utiliser les variables. Parce qu'en utilisant les registres, c'est très rapide. Mais pour un objectif pédagogique, je veux utiliser les variables pour comprendre comment on utilise les variables. Donc voilà, j'ai utilisé deux variables, A et B, pour stocker les deux entiers. Les deux variables sont de type dword, de 32 bits, 4 octets. C'est pour, par exemple, lorsque j'ai fait mov A, EAX, ça ne donne pas d'erreur, parce que EAX sert 32 bits, donc A doit être de 32 bits. Dans point data, j'ai déclaré deux messages, saisir un entier et pour afficher le max A. Dans point code, donc j'ai mis M1 dans ODX, ça veut dire, j'ai fait call write string, ça veut dire il va afficher saisir un entier. Donc saisir un entier, call read it. Call read it, il attend que je saisis un entier au clavier. Et il stocke cet entier dans EAX. Supposons par exemple que j'ai saisi 8. Voilà, le 8, il est dans EAX. Puis j'ai mis mov EAX A. Ça veut dire, je mets la valeur de EAX dans A. Donc A maintenant contient 8. Et je mets mov A dans EBX. Donc EBX maintenant contient 8. Donc à cette étape, EAX, EBX et A contiennent la même valeur, c'est 8. Pardon. Donc, voilà, mov A dans EBX. Donc, EBX contient 8. C'est ça. Donc, je passe. Je mets toujours le message M1 dans ODX. J'affiche le message M1. Ça veut dire, j'affiche le message saisir un entier. Et correct int, il attend que je saisis un entier au clavier et le stocke dans EAX. Par exemple, j'ai saisi 6. Donc maintenant 6, il est dans EAX. Après, j'ai fait un move EAX dans B. Donc je mets la valeur de EAX dans B. Donc B contient aussi un 6. Et aussi, j'ai mis B dans ECX. Donc ECX contient aussi un 6. Donc voilà, à cette étape, EAX contient la valeur du deuxième élément 6, ECX contient 6, B contient 6. A contient le premier élément 8, EBX contient le premier élément 8. Je vais comparer A avec ECX. Je ne peux pas faire comparer A, B, deux variables. Je dois comparer un registre avec les variables. Donc compare A, ECX. Je vais comparer A, qui est 8, ça veut dire le premier élément, avec ECX, qui est 6, avec le deuxième élément. Je compare le premier élément avec le deuxième élément. Et EAX contient la valeur du deuxième élément. Alors, compare A avec ECX. GL, jump et flower, c'est inférieur. C'est A inférieur. C'est A inférieur à ECX. C'est A inférieur passé à D. Voilà, c'est A inférieur passé à D. Afficher le message M2, ça veut dire le max A, et correct int afficher EAX. Donc c'est A inférieur, c'est A inférieur, ça veut dire ECX c'est supérieur. ECX c'est EAX, ça veut dire EAX est le supérieur. Donc j'affiche correct int, j'affiche EAX. Donc il va afficher le maximum. Sinon, ça veut dire A supérieur à ECX. Donc c'est A supérieur à ECX, qu'est-ce que je fais? Je mets le A dans EAX et j'affiche le message M2, le max et j'affiche EAX qui contient A, qui contient 8.
Donc on va faire l'exécution pour notre exemple. Compare A avec ECX. A c'est 8, ECX c'est 6. Donc je compare 8 avec 6, GL non. Donc 8 n'est pas inférieur à 6, donc je suis là. Je mets A dans EAX, je mets 8 dans AX, donc EAX devient 8. J'affiche le message M2, le max, et j'affiche call write in, ça veut dire EAX qui devient 8. Et je sors. Donc voilà, pour utiliser les sauts inconditionnels et les sauts conditionnels, c'est très important. Et la prochaine fois, Inch'Allah, on va voir les boucles en utilisant d'autres instructions, par exemple l'instruction loop. Merci et au revoir.